Comment la psychanalyse explique-t-elle les symptômes corporels d'origine psychique? Il arrive que certaines personnes présentent des symptômes physiques, comme des douleurs, des troubles digestifs, des essoufflements, des tensions musculaires, sans qu'aucune cause médicale claire ne soit identifiée. Dans ces situations, une hypothèse explorée par la psychanalyse est que le corps exprime ce que la personne ne parvient pas à dire avec des mots. Dans cette perspective, le corps devient une sorte de messager silencieux. Les émotions, les conflits internes ou les tensions psychiques qui ne sont pas reconnues consciemment peuvent se manifester sous forme de troubles somatiques. Ce phénomène ne signifie pas que les symptômes sont imaginaires. Ils sont bien réels, mais leur origine est à chercher dans le vécu émotionnel, souvent inconscient. Le raisonnement repose sur l'idée que certaines personnes ont des difficultés à percevoir, comprendre ou exprimer leurs émotions. Quand le langage affectif fait défaut, c'est le corps qui prend le relais. Cela peut se produire par exemple lorsqu'une personne a été confrontée à un stress intense ou ancien, sans avoir pu le verbaliser ou le symboliser, notamment dans l'enfance. Les émotions refoulées ou inexprimées cherchent alors une issue, et le corps devient le lieu d'expression de cette tension. Dans ce cadre, les symptômes physiques ont une valeur symbolique. Ils peuvent représenter une émotion ou un conflit. Par exemple, un mal de gorge récurrent pourrait refléter quelque chose qui reste en travers de la gorge, sur le plan psychique. Mais parfois cette symbolisation est très réduite, presque absente. Le symptôme devient alors un simple débordement, une traduction brutale d'un mal-être non identifié. La psychanalyse considère aussi que le symptôme peut avoir une fonction. Éviter une prise de conscience douloureuse, attirer l'attention, exprimer un besoin ou maintenir un certain équilibre psychique. Le corps devient une sorte de compromis, un moyen de garder à distance des contenus internes trop menaçants ou confus pour être pensés. Comprendre ces mécanismes permet de mieux accompagner les personnes concernées. Il ne s'agit pas de faire disparaître le symptôme à tout prix, mais de l'écouter comme un langage possible du psychisme, qui cherche à se dire autrement. Qu'est-ce que l'alexithymie? L'alexithymie désigne une difficulté particulière à ressentir, identifier et exprimer ses émotions. Ce mot vient de racines grecques signifiant littéralement absence de mots pour les émotions. Une personne alexithymique ne manque pas d'émotions, mais elle a du mal à en prendre conscience, à les nommer ou à les traduire avec des mots. Elle peut ressentir une tension intérieure, une agitation ou un malaise, sans savoir s'il s'agit de tristesse, de colère, de peur ou de toute autre émotion. Cette difficulté n'est pas simplement un manque de vocabulaire. Elle concerne la capacité même à faire le lien entre une sensation interne et une émotion identifiable. On remarque aussi souvent une pauvreté de l'imaginaire. L'activité mentale de la personne tend à rester concrète, pratique, centrée sur des faits, des tâches, des obligations. Elle éprouve peu de goût pour la rêverie, les symboles ou les récits chargés d'émotions. Ce mode de pensée est parfois qualifié de fonctionnel ou encore de pensée opératoire, car il vise à gérer l'action immédiate plutôt qu'à explorer le monde intérieur. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par des échanges très factuels, une difficulté à se confier, un certain inconfort face aux émotions des autres, ou encore une tendance à minimiser l'importance des sentiments. Sur le plan relationnel,
cela peut créer des malentendus ou des tensions, car les proches peuvent percevoir une froideur ou un manque d'empathie, alors qu'il s'agit plutôt d'une limitation dans la manière d'accéder à l'émotion. Chez certaines personnes, cette difficulté est permanente et constitue une caractéristique de leur personnalité. Chez d'autres, elle peut apparaître à la suite d'un traumatisme, d'un contexte familial rigide ou encore comme mécanisme de défense face à une souffrance émotionnelle difficile à gérer. L'alexithymie est importante à comprendre car elle est fréquemment observée chez des personnes présentant des troubles psychosomatiques, anxieux ou dépressifs. Identifier ce mode de fonctionnement permet de mieux adapter l'accompagnement thérapeutique en travaillant progressivement l'accès aux ressentis et à leur mise en mots. Les manifestations cliniques de l'alexithymie. Les manifestations de l'alexithymie ne sont pas toujours visibles au premier regard, mais elles influencent profondément la manière dont une personne vit ses émotions, communique avec les autres, et parfois même ressent son propre corps. L'un des signes les plus caractéristiques est la difficulté à reconnaître ce qu'on ressent. Une personne alexithymique peut dire qu'elle se sent mal, tendue ou fatiguée, sans pouvoir préciser s'il s'agit d'angoisse, de tristesse ou de frustration. Il y a une forme de brouillard émotionnel intérieur. Cela peut aussi entraîner une certaine confusion entre les sensations physiques et les états émotionnels. Par exemple, un cœur qui bat vite peut être perçu uniquement comme un signe de problème physique, sans être relié à une peur ou une excitation. Cette difficulté à identifier ces émotions rend aussi difficile le fait de les exprimer, que ce soit verbalement ou non verbalement. Ces personnes peuvent sembler calmes, voire froides, parce qu'elles ne montrent pas facilement ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire qu'elles n'éprouvent rien, mais que l'accès à ce ressenti est limité, voire bloqué. Sur le plan relationnel, cela peut provoquer des malentendus. Les autres peuvent percevoir un manque d'empathie ou de chaleur, ou avoir le sentiment que la personne ne s'implique pas émotionnellement. De leur côté, les personnes alexithymiques peuvent se sentir incomprises, envahies ou démunies face aux réactions affectives des autres, sans savoir comment y répondre. Un autre aspect souvent observé est une pauvreté de la vie imaginaire. La rêverie, la fantaisie, les émotions liées aux œuvres artistiques ou aux récits fictifs sont peu investies. Cela se reflète parfois dans le langage, qui reste concret, descriptif, sans recours aux métaphores ou aux symboles. L'alexithymie peut aussi être liée à certains troubles psychiques ou physiques. On la retrouve fréquemment chez des personnes souffrant de troubles psychosomatiques, c'est-à-dire présentant des symptômes corporels d'origine émotionnelle, comme des maux de ventre, des douleurs chroniques ou des troubles cutanés. Elle peut également apparaître chez des personnes dépressives, anxieuses ou ayant vécu des traumatismes. Enfin, ce fonctionnement émotionnel particulier peut avoir une valeur défensive. Il protège contre des émotions trop intenses ou envahissantes, mais il peut aussi empêcher d'élaborer ses souffrances, ce qui rend parfois le travail thérapeutique plus complexe. Les méthodes d'évaluation de l'alexithymie. Pour repérer l'alexithymie, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, car ce trouble ne se voit pas directement. Il concerne la manière dont une personne entre en contact avec ses propres émotions. L'évaluation repose donc sur l'observation, l'écoute et parfois des questionnaires standardisés. Au niveau de l'entretien clinique, l'entretien reste un outil essentiel.
En parlant avec la personne, on peut observer la façon dont elle parle de ses émotions, ou ne le fait pas, la tendance à rester dans des descriptions factuelles, ce qui s'est passé, plutôt que dans l'expression de ce que cela lui a fait ressentir. La difficulté à utiliser des mots nuancés pour parler de sentiments. Par exemple, dire seulement « je vais bien » ou « je vais mal » sans plus de détails. Le professionnel peut aussi être attentif à l'absence de récits imagés, de souvenirs chargés d'émotions, ou encore à une tendance à changer de sujet lorsqu'on aborde des aspects affectifs. Les questionnaires auto-évaluatifs. Certaines échelles permettent à la personne de répondre à des affirmations simples, en indiquant si elles lui correspondent ou non. Ces questionnaires explorent la capacité à identifier ses propres émotions, la tendance à se focaliser sur des détails pratiques plutôt que sur des ressentis internes, et la richesse ou la pauvreté de l'imaginaire. Même si ces outils ne posent pas un diagnostic au sens strict, ils donnent des indications précieuses sur le fonctionnement émotionnel. L'observation du langage. Dans certaines approches, on analyse la manière dont une personne parle, spontanément ou à partir de consignes précises. Le choix des mots, plutôt concrets ou symboliques, l'utilisation ou non de métaphores émotionnelles, la présence d'expressions subjectives, je ressens, je me sens, ou leur absence. Cela permet de mieux comprendre comment l'individu organise son rapport à lui-même et au monde extérieur. Enfin, les tests projectifs. Dans certains contextes cliniques, on peut également proposer des tâches imaginatives, comme des dessins, des interprétations d'images, des récits à construire, pour explorer la capacité de la personne à symboliser, imaginer et exprimer des contenus émotionnels à partir de stimuli externes. L'évaluation de l'alexithymie demande donc une approche nuancée. Il ne s'agit pas simplement de mesurer un score, mais de comprendre une manière d'être, souvent ancrée depuis longtemps, et parfois liée à des expériences de vie ou à des mécanismes de protection. Les recherches empiriques clés sur l'alexithymie. Comprendre l'alexithymie ne repose pas seulement sur des théories. Des recherches concrètes ont été menées pour observer ce phénomène dans la réalité, à partir de groupes de patients, d'expériences de langage et d'analyses comparatives. Ces études permettent de mieux cerner les particularités des personnes alexithymiques, en les comparant à d'autres profils. Comparaison entre patients psychosomatiques et patients psychonévrotiques. Une série d'études a été réalisée pour comparer des personnes présentant des troubles psychosomatiques, où le corps exprime une souffrance émotionnelle, à d'autres personnes ayant des troubles dits psychonévrotiques, comme l'anxiété, les phobies ou les troubles obsessionnels. Les résultats ont montré que les personnes atteintes de troubles psychosomatiques présentaient plus souvent un fonctionnement alexithymique, moins d'expression émotionnelle, moins de fantaisie et un langage plus concret. Les études sur le langage et les représentations de soi. Des tests ont été utilisés pour explorer l'image que les individus ont d'eux-mêmes, ainsi que leur façon de raconter leur vie ou de se décrire. Chez les personnes alexithymiques, on observe souvent une image de soi floue ou rigide, peu de nuances émotionnelles, des récits personnels centrés sur des faits extérieurs avec peu de contenu affectif. Les expériences avec des tests projectifs. Des outils comme les tests d'image, par exemple le test de Rorschach, ont permis d'analyser la capacité à imaginer,
à créer du sens symbolique ou à projeter des émotions sur des situations ambiguës. Chez les personnes alexithymiques, les réponses sont souvent courtes, concrètes, factuelles. Il y a peu d'élaboration imaginaire, peu de récits émotionnels complexes. Les études sur le comportement verbal. Les chercheurs ont aussi observé comment les personnes s'expriment dans différentes situations, en parlant seul, monologue, ou en interaction avec quelqu'un, dialogue. On a constaté que le style de langage restait souvent le même, peu émotionnel, peu symbolique, même quand le contexte changeait. Cela montre une forme de rigidité dans l'expression de soi. Des analyses plus poussées ont permis de repérer une moindre utilisation de termes liés à la peur, à la colère ou à l'intimité. Enfin, l'analyse informatisée du langage. Avec l'aide d'outils numériques, il a été possible d'analyser plus précisément le contenu des paroles. Fréquence des mots émotionnels, richesse du vocabulaire, construction des phrases. Ces méthodes ont confirmé que chez les personnes alexithymiques, le langage est souvent plus plat sur le plan émotionnel, même quand elles parlent de sujets personnels. Ces recherches permettent de mieux comprendre ce qu'est l'alexithymie au-delà des définitions. Elles montrent qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement global qui se retrouve à la fois dans le corps, la parole, la pensée et la relation aux autres. Les approches thérapeutiques de l'alexithymie. Accompagner une personne alexithymique en thérapie peut représenter un défi particulier, car le cœur même du travail thérapeutique, c'est-à-dire mettre des mots sur ce que l'on ressent, est précisément ce qui est difficile pour une telle personne. Cependant, des approches existent, adaptées à ce type de fonctionnement, qui visent à rétablir peu à peu le lien entre l'esprit, le corps et les émotions. Les obstacles spécifiques en thérapie. Chez les personnes alexithymiques, la difficulté ne réside pas seulement dans l'absence d'expression émotionnelle, mais dans une réelle incapacité à percevoir, différencier ou nommer les émotions. Cela peut rendre la thérapie lente au début, car il faut d'abord établir un langage émotionnel de base. Ces patients peuvent aussi avoir tendance à s'en tenir à des récits très factuels, ou à attendre des conseils pratiques plutôt qu'une exploration intérieure. Parfois, ils expriment de l'ennui, de l'agacement, ou se sentent vides lorsqu'on aborde leur monde affectif. Ces réactions sont souvent des manifestations indirectes du malaise émotionnel. Les pistes thérapeutiques possibles. Il n'existe pas une seule méthode universelle, mais plusieurs voies peuvent être envisagées. La thérapie d'inspiration psychanalytique adaptée. L'objectif n'est pas de forcer l'émotion, mais de favoriser l'apparition progressive de symbolisation. Aider la personne à faire des liens, à tolérer des états internes confus, à mettre en récit ce qu'elle vit, même de façon floue ou maladroite au départ. Les thérapies corporelles ou psychosomatiques. Puisque les émotions passent souvent par le corps, travailler avec le ressenti corporel, la respiration, la tension musculaire, la sensation interne, peut aider à rétablir une conscience émotionnelle. L'idée est de redonner un espace d'écoute au corps, non plus comme simple symptôme, mais comme un messager intérieur. Les thérapies de groupe. Être confronté à la parole d'autrui permet parfois de mieux percevoir ce que l'on ressent soi-même. Le groupe devient un miroir, un espace d'apprentissage émotionnel, où les réactions et les échanges aident à nommer des états internes jusque-là confus ou tus. Les techniques de visualisation ou d'écriture guidée.
Pour certaines personnes, le fait d'écrire, de dessiner ou de travailler avec des images peut ouvrir une voie vers l'émotion, sans passer d'abord par les mots explicites. Cela permet une forme d'expression symbolique souvent moins menaçante. Un travail patient et progressif. Le travail thérapeutique avec une personne alexithymique demande du temps, de la régularité et une grande tolérance à la lenteur. Il ne s'agit pas de faire disparaître le symptôme immédiatement, mais de réapprendre à sentir, à nommer, à donner du sens à ce qui est vécu. Petit à petit, un changement peut s'opérer. La personne commence à se rendre compte qu'elle ressent quelque chose, même si elle ne sait pas encore quoi. Elle apprend à s'écouter autrement, à se relier à son expérience intérieure. Et parfois, cela suffit déjà à transformer profondément sa relation à elle-même et aux autres. Les réflexions éthiques et sociétales autour de l'alexithymie. L'alexithymie n'est pas une maladie au sens traditionnel, mais une manière particulière de fonctionner sur le plan émotionnel. Cela soulève plusieurs questions importantes, qui dépassent le cadre strictement clinique ou psychologique. Ces questions concernent la manière dont on perçoit, juge, accompagne ou comprend ces personnes dans la société. Traits ou symptômes. Une première question est de savoir si l'alexithymie est un trait stable de la personnalité ou un symptôme réversible, lié à un contexte, comme un traumatisme, un épuisement, une situation de stress. Chez certaines personnes, ce fonctionnement est présent depuis longtemps, presque comme une seconde nature. Chez d'autres, il peut apparaître temporairement, comme une réponse à une souffrance trop difficile à supporter. Cette distinction est importante. Elle influence la manière dont on envisage l'accompagnement. Faut-il traiter l'alexithymie ou simplement en tenir compte comme un mode d'être à respecter et à comprendre? L'influence de la culture et de l'environnement. Dans certaines cultures ou milieux sociaux, exprimer ses émotions peut être mal vu, associé à une forme de faiblesse ou de perte de contrôle. Dans ces contextes, un comportement alexithymique peut être renforcé, voire valorisé. Par ailleurs, les normes de genre peuvent jouer un rôle. Par exemple, dans certaines représentations, les hommes sont encouragés à taire leurs émotions, à se montrer forts, rationnels, pratiques. Cela peut rendre l'alexithymie plus fréquente ou plus difficile à reconnaître chez eux. Ces éléments montrent que l'alexithymie n'est pas seulement une question individuelle, elle est aussi influencée par l'éducation, la société, les modèles culturels. Les risques de stigmatisation. Quand une personne a du mal à exprimer ses émotions, elle peut être perçue comme distante, froide ou indifférente. Ce jugement peut entraîner de l'exclusion, de l'incompréhension ou un retrait social. Il est donc important de ne pas réduire la personne à ce fonctionnement, mais de garder à l'esprit que cette difficulté est souvent involontaire et peut masquer une grande vulnérabilité intérieure. Sensibiliser plutôt que corriger. L'un des enjeux actuels est de mieux faire connaître ce fonctionnement émotionnel dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail et de la vie familiale. Comprendre l'alexithymie, c'est aussi apprendre à écouter autrement, à poser des questions différemment, à créer des espaces où les émotions peuvent être abordées sans pression ni jugement. L'objectif n'est pas d'obliger tout le monde à parler de ses émotions, mais de permettre à chacun de trouver une voie d'expression qui lui convient, à son rythme, selon sa sensibilité. Avec ces éléments, on comprend que l'alexithymie, au-delà de sa dimension psychologique, interroge aussi notre rapport collectif aux émotions. Ce que nous en entendons, ce que nous en tolérons, et la manière dont nous accueillons les différences dans leur expression.
Comprendre l'alexithymie. Synthèse. L'alexithymie est une difficulté à identifier, ressentir et exprimer ses émotions. Ce fonctionnement particulier, souvent discret, peut avoir un impact profond sur la vie intérieure, les relations et même la santé physique. Le corps comme langage des émotions. Certaines personnes expriment leur mal-être par le corps, faute de pouvoir le dire avec des mots. La psychanalyse a mis en lumière ce lien entre souffrance émotionnelle et symptômes physiques, considérant que le corps peut devenir un relais quand les émotions sont refoulées ou non conscientes. Qu'est-ce que l'alexithymie ? L'alexithymie se manifeste par une difficulté à nommer ses émotions, une pensée concrète orientée vers l'action, un manque de fantaisie ou d'imaginaire. Ce n'est pas un manque d'émotion, mais une incapacité à y accéder mentalement. Les signes dans la vie quotidienne. La personne parle peu d'elle-même, paraît distante, ne montre pas facilement ses émotions. Elle peut se sentir confuse intérieurement et mal comprise dans ses relations. L'alexithymie est souvent liée à des troubles psychosomatiques, anxieux ou dépressifs. Comment l'évaluer ? Les professionnels s'appuient sur des entretiens cliniques, des questionnaires d'auto-évaluation, l'analyse du langage spontané et parfois des tests projectifs. Le but est de comprendre comment la personne vit son monde intérieur. Ce que montrent les recherches. Les études ont confirmé que les personnes alexithymiques ont une parole plus factuelle, moins d'expression émotionnelle, une imagination plus pauvre, un style de langage peu modifié selon les contextes. Elles réagissent souvent de manière similaire, qu'elles soient seules ou en interaction. L'accompagnement thérapeutique. Le travail thérapeutique demande patience et adaptation. Les approches efficaces incluent une écoute progressive, le travail corporel ou créatif, les thérapies de groupe et l'activation douce du monde émotionnel par l'imaginaire. L'objectif est de favoriser l'émergence d'une conscience émotionnelle, même fragile. Les réflexions éthiques et culturelles. L'alexithymie interroge aussi notre rapport collectif aux émotions. Elle peut être influencée par la culture, le genre ou l'éducation. Il est essentiel de ne pas la juger, mais de la comprendre comme une manière d'être, parfois protectrice, parfois limitante, et d'ajuster notre regard en conséquence. En conclusion, l'alexithymie ne doit pas être vue comme une anomalie à corriger, mais comme un appel à mieux écouter ce qui ne se dit pas aussi facilement, à reconnaître d'autres formes d'expression et à respecter les rythmes singuliers de chacun face à l'émotion.